En septembre 2025, j'ai monté mon premier PC au format ITX. Pour mettre un premier pied dans ce monde plus complexe que l'ATX classique, j'avais choisi le boîtier Cooler Master NR200P V2 Max. L'avantage, c'est qu'il était fourni avec un water cooling, une alimentation et un câble Razer. Et en prime, tous les composants fournis étaient prémontés. Par contre, pour de l'ITX, c'est un boîtier assez gros avec 18 litres. Mais aujourd'hui, j'ai envie d'aller plus loin en montant mon PC gaming dans un boîtier encore plus compact. Je vous présente mon nouveau PC dans le boîtier Fractal Terra. C'est un boîtier de 10 litres, mais je vous cache pas que ce qui me préoccupe le plus, c'est les températures. Le NR200P V2 était équipé d'un water cooling, mais le Fractal Terra est entièrement refroidi par air. Et dans un format aussi petit que 10 litres, j'ai un peu peur pour les températures et le bruit. Mais avant d'aller plus loin, parlons de ce boîtier Fractal Terra. J'ai choisi la version Silver, mais il existe aussi une version noir mat et vert jade. Le boîtier est entièrement en aluminium pour la partie extérieure et franchement, le design fait clairement premium. Ça fait penser à un produit Apple et c'est bien au-dessus de ce que propose le NR200P. La qualité de fabrication et l'usinage est vraiment au top et tous les éléments sont bien assemblés. Le petit détail sympa est la plaque en bois sur la face avant du boîtier qui est en véritable bois et non une imitation. Du coup, la plaque est unique pour chaque boîtier, ce qui est un petit détail assez cool, je trouve. On y retrouve un port USB type A, un port USB type C et le bouton de démarrage. Ce que j'apprécie vraiment avec ce boîtier, c'est le fait qu'on n'a pas de branding agressif. Le logo Fractal est discrètement affiché sur le bouton de démarrage et sur une des plaques latérales du boîtier. Au passage, vous pouvez installer un SSD au format 2,5 pouces en bas ou sur la face avant du boîtier, ce qui peut être pratique. Par contre, si vous installez votre SSD en bas du boîtier, vous ne pourrez plus installer de ventilateur, donc je vous conseille plutôt de le mettre sur la face avant. L'autre système ingénieux qui est repris du Form DT1 est le système de réglage de layout sandwich qui permet d'ajuster facilement et à la volée le positionnement des différents composants à l'aide de 4 vis. Pour ceux qui ne connaissent pas, le layout sandwich correspond au placement de la carte mère à l'opposé de la carte graphique. C'est un layout intéressant qui permet d'avoir un boîtier vraiment compact tout en assurant une optimisation des composants en termes d'espace. Et ça permet d'avoir une grosse compatibilité des composants, notamment pour le GPU, puisqu'on peut y rentrer une carte graphique 3 slots sans souci. En prime, le boîtier est livré avec un câble Razer PCI Express 4.0, ce qui permet d'économiser quelques dizaines d'euros. Un autre élément que j'aimerais souligner est le système vraiment ingénieux pour démonter le boîtier. Les panneaux latéraux se retirent en appuyant sur un petit loquet et pour le panneau du dessus, il suffit de tirer la languette pour le retirer. Par contre, tout n'est pas parfait non plus et j'en parlais il y a quelques instants, le Fractal Terra n'est pas compatible avec un water cooling. Enfin, techniquement, on peut y mettre un water cooling de 120 mm, mais au détriment de la carte graphique qui ne pourra pas dépasser les 200 mm. Grosso modo, ça correspond à une carte graphique avec un seul ventilateur. Et au niveau du refroidissement du processeur, on va être aussi relativement limité vu que le boîtier ne fait que 10 litres. En tout cas, on ne pourra pas mettre un gros ventirad. En prime, il n'y a la place que pour un ventilateur pour le boîtier et ça ne sera d'ailleurs pas forcément possible de le monter en fonction du choix de votre alimentation. Pour les composants, j'ai conservé les composants de mon PC actuel, à savoir le AMD Ryzen 7 9700X. C'est pas le processeur le plus rapide du marché, mais il fera largement l'affaire pour jouer en 1440p sans souci. Ça va faire 1 an que j'ai ce processeur et je n'ai jamais été déçu, aussi bien pour jouer que pour le montage vidéo ou la 3D. Je l'ai monté sur ma carte mère ASRock B650i Lightning Wi-Fi. Alors je l'avais acheté avant les bruits autour des cartes mères ASRock qui crament les processeurs AMD. Visiblement, les chipsets les plus affectés sont les B850 et X870 et a priori les B650 sont relativement safe. De ce que j'ai vu, c'est principalement les processeurs X3D qui sont impactés, même si j'ai vu ici et là des 9600X et 9700X aussi. Dans tous les cas, je vous ai mis en description de la vidéo les liens vers les composants et pour la carte mère, je vous ai proposé une alternative pour que vous puissiez être plus serein. Je vous cache pas que je songe moi-même à la remplacer. C'est dommage parce que c'était une carte mère vraiment abordable pour de l'ITX et ASRock a toujours été une marque proposant des bons produits avec des tarifs plutôt attractifs. Ensuite, j'ai choisi ce kit Crucial Pro de 32 Go en 6000 MHz CL36. Ce kit était un des plus abordables avant que les prix explosent et les barrettes sont en low profile, donc parfaites pour de l'ITX. Mais je ne peux malheureusement plus vous recommander ce kit parce que Micron a enterré la marque Crucial. À la place, vous pouvez vous tourner vers des Corsair Vengeance ou des Kingston Fury Beast. Vous pouvez d'ailleurs
acheté qu'une barrette de 16 Go pour réduire le coût. Sachez que c'est totalement possible de jouer avec 16 Go de RAM, j'en ai fait une vidéo. Notez que vous perdrez un peu de performance vu que vous ne profiterez pas du dual channel, mais vous économiserez pas mal d'argent en retour. Pour le stockage, j'ai pris deux SSD Kingston NV3 d'1 Teraoctet. C'est un super SSD qui était lui aussi très abordable au moment où je l'ai acheté. Je n'ai jamais été déçu par ce SSD, il est super rapide, aussi bien pour le chargement de jeu que pour le transfert de fichiers. Pour l'alimentation, je suis parti sur la Cooler Master V850 au format SFX. À noter que c'est le format d'alimentation le plus petit, c'est ce qui me permet d'installer mon ventilateur dans le boîtier. Le boîtier supporte les alimentations SFX-L, mais avec ce format d'alimentation, je n'aurais jamais pu installer le ventilateur parce qu'il aurait été gêné par les câbles d'alim. 850 watts, c'est largement suffisant pour ma config et devrait pouvoir encaisser un futur build plus puissant à l'avenir. Concernant le refroidissement du CPU, j'ai choisi le Noctua NH-L9A. C'est un petit ventirad qui rentre sans souci dans le boîtier et est suffisamment petit pour ne pas être gêné par les barrettes de RAM. Avec ce ventirad, vous pouvez mettre n'importe quel type de RAM. Il est censé supporter les processeurs avec un TDP de 65 watts et le 9700X devrait passer avec. J'avoue que quand j'ai vu la petite taille du ventirad, j'ai été assez dubitatif. On verra ce que ça donne pendant les tests en jeu. Passons à la pièce maîtresse d'une config PC pour gamer, la carte graphique. J'ai repris le GPU de ma précédente config, à savoir la Nvidia RTX 5070 Ti, qui est malheureusement plus ou moins en fin de vie en termes de production, donc les prix ont forcément augmenté. C'est dommage parce que c'est selon moi l'une des meilleures cartes graphiques du line-up Nvidia en termes de performance-prix. J'ai eu la mienne à 860 € de mémoire. Ça reste une somme, c'est certain, mais c'est un véritable monstre en termes de puissance et en prime, elle profite de 16 Go de VRAM. Ma version est la Zotac Solid SFF, donc avec un form factor compact. La carte graphique ne fait que 2 slots d'épaisseur et mesure 304 mm. C'est environ 2 à 3 cm de moins que les formats classiques de la RTX 5070 Ti. Elle rentre sans souci dans le boîtier et on a même assez de place pour pouvoir glisser les câbles d'alimentation de la carte graphique sur le côté. Voilà, le montage est maintenant terminé, il me reste plus qu'à faire un peu de câble management pour pouvoir ensuite mettre le ventilateur pour le boîtier. J'ai choisi pour ça un Arctic P12 Slim. Le format Slim me permet d'avoir plus de marge de manœuvre pour les câbles d'alimentation. À l'avenir, pour être plus safe, je pense installer une grille de protection pour éviter que les câbles n'aillent dans le ventilateur. Pour ce qui est du ventilateur, j'ai choisi de le positionner en extraction pour avoir une pression négative dans le boîtier. Ça permettra à l'air de plus facilement être aspiré par le ventilateur du CPU et devrait potentiellement améliorer le refroidissement du PC. Pour information, j'ai placé le panneau central sur la position 4 pour que la config soit plutôt centrée dans le boîtier et éviter d'avoir les ventilateurs trop près des panneaux latéraux. En effet, si le ventilateur du CPU est trop proche du panneau latéral, on peut commencer à avoir un bruit de ventilation assez important, une sorte de résonance assez désagréable liée aux turbulences de l'air. Allez, on arrive au moment de vérité. Est-ce que ma nouvelle config va tourner dans un boîtier aussi petit que le Fractal Terra ? La réponse est oui, mais pas sans compromis. Sur Cyberpunk 2077, après 1 heure de jeu, la température du processeur s'est stabilisée à 76 degrés. Pour la RTX 5070 Ti, elle s'est stabilisée à 71 degrés. Entre nous, c'est vraiment de bonnes performances pour un boîtier qui ne fait que 10 litres et entièrement refroidi par air. Au niveau des performances en jeu, sur Where Winds Meet en 1080p avec les paramètres en élevé et le DLSS sur Quality, je suis à 172 fps en moyenne. En 1440p, ça tourne à 171 fps et en 4K, la RTX 5070 Ti ne démérite pas avec 108 fps. Sur Cyberpunk 2077, avec les paramètres en élevé et le DLSS sur Quality, en 1080p, le jeu tourne à 143 fps limité par le processeur qui bride la carte graphique. En 1440p, pas de changement avec 143 fps, toujours bridé par le processeur. En 4K, on est toujours au-dessus des 100 fps avec très précisément 103 fps. Pour les nombreux fans de Ark Rider, la config ne bronche pas avec 161 fps en 1080p avec les paramètres en élevé et le DLSS sur Quality. En 1440p, les performances se maintiennent dû au fait qu'en 1080p, la carte graphique était CPU bound. Pour finir, en 4K, on est encore largement au-dessus des 100 fps avec 118 fps. Sur Battlefield 6, avec les paramètres élevés et le DLSS sur Quality, en 1080p, on est à 167 fps, largement CPU bound. En 1440p, on perd quelques fps avec 153 fps et en 4K, Battlefield 6 tourne à 103 fps.
fps. Bref, les performances sont solides et la machine est parfaitement taillée pour de la 4K. Par contre, un des points qui est assez dérangeant, c'est le bruit. Comparé au NR200P V2 qui était refroidi par water cooling et était plutôt silencieux en full load, le Fractaltera c'est une autre histoire. La config est assez bruyante et je dois bien avouer que de ce côté, le NR200P V2 me manque un peu. Après, j'ai toujours le casque sur la tête lorsque je joue, donc globalement j'entends jamais le PC, mais quand je veux faire de la 3D tranquillement, le PC commence à vraiment se faire entendre. Je testerai à l'avenir d'y mettre un ventirad plus performant pour voir si j'arrive à abaisser le volume sonore avec un radiateur plus imposant et un ventilateur plus gros. Le ventilateur du NH-L9A est assez petit, ce qui contribue au bruit plus élevé. C'est principalement le ventilateur du CPU que j'entends. Le refroidissement de la RTX 5070 Ti est plutôt silencieux. En conclusion, est-ce que je recommande ce boîtier? Je dirais que si vous recherchez un boîtier ultra silencieux, non. Par contre, si comme moi, vous avez la plupart du temps le casque sur la tête, ça ne devrait pas être un souci. En prime, si vous cherchez un boîtier au look vraiment premium et au form factor ultra compact, vous pouvez y aller les yeux fermés. La qualité de fabrication est vraiment loin devant tout ce que j'ai pu voir jusqu'à présent. Et le fait d'avoir un boîtier aussi petit me permet de le déplacer facilement entre le bureau et mon salon pour avoir à la fois un usage PC classique et un usage typé console de salon. N'hésitez pas à me dire quel boîtier ITX vous avez et si vous comptez passer sur de l'ITX. Personnellement, je vais continuer à chercher le boîtier ITX parfait, à la fois compact mais aussi avec de bonnes performances thermiques et acoustiques. D'ailleurs, je suis en train de regarder de plus en plus le Ncase M2 qui supporte du water cooling et en prime se situe entre le Fractaltera et le NR200P en termes de taille vu qu'il fait que 15 litres. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner, ça permet de me soutenir. En prime, n'hésitez pas à partager vos configs ITX ou autres. Sur ce, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, ciao!